En voyage, on prend beaucoup de photos, beaucoup trop. Et que faire de ces tonnes d'images? Avec le numérique, il est très facile d'effacer les photos que l'on aime le moins ou qui ne sont pas bonnes. Cependant, peu de gens le font et se retrouvent avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'images à gérer à leur retour. Moi, en vacances, je prends jamais beaucoup de photos. Mais au cas où, j'ai pas pris de chance, mes bobettes, mes cartes mémoire. Hey, il aurait dû regarder notre première capsule. Oui, il aurait dû. Et montrer toutes vos photos à votre retour de voyage peut s'avérer pénible pour vos invités. Tiens, je t'ai trouvé une place. C'est gentil, merci. Voilà, on est parti. Si comme nous, vous aimez faire de la photo de voyage, c'est sûrement pour avoir le plaisir de les montrer éventuellement. Alors, excusez-moi, quelqu'un passe. Pour vous éviter d'avoir à faire un choix parmi un trop grand nombre d'images, apprendre à réfléchir à ce que vous aimeriez rapporter comme souvenir avant de déclencher votre appareil vous permettra d'avoir un nombre plus limité de photos. Le problème, c'est pas de faire trop de photos. Le problème, c'est de faire trop de photos inutiles. Et rien ne vous empêche de faire plus de photos si vous avez le coup de cœur pour un paysage, par exemple. Dans cette capsule, nous allons voir quelques idées pour orienter vos choix de photos. Mis à part en safari, la photo de voyage est essentiellement, ou en très grande partie, de la photo de paysage, d'architecture et du portrait. Ouais, ça ressemble à un travail comme photojournaliste, là, comme le gars dans Spider-Man, là. Oui, c'est ça, comme dans Spider-Man, mais en moins dangereux, puis des fils d'araignée en moins aussi. Oh, ça a l'air compliqué, puis ça doit être plate à faire. Au contraire, il peut être très intéressant et même amusant de jouer au photoreporter durant un voyage. Imaginez que vous allez raconter l'histoire de votre voyage, l'histoire de l'endroit que vous avez visité en images, des panoramas inoubliables, l'architecture typique de la région, des clichés de vos amis, de personnes rencontrées lors du voyage, ou des personnifications relatant l'histoire de la région. Et si permis, les artisans vous montrant leur savoir-faire. Ça, là, c'est une machine qui fait tic-tic, tic-tic, tic-tic. Les couchers de soleil sont toujours indémodables. Trouvez des choses cocasses, inusitées, qui appartiennent à l'endroit visité. Poule de canon dans un arbre, autobus impérial, totem de la région, etc., etc. N'oubliez pas que l'éthique nous dicte de toujours demander la permission avant de prendre quelqu'un en photo. Est-ce que je peux? Il en est de même pour les lieux privés. Si l'église que vous visitez est magnifique, en principe, vous devez obtenir la permission avant d'en rapporter un souvenir. Il est rare qu'on ne vous l'accorde pas, surtout si votre appareil est de petit format ou s'il s'agit de votre cellulaire ou de votre tablette. Attention aux droits d'auteur chez l'artisan ou dans les musées. Habituellement, l'interdiction ou la permission de prendre des photos y est clairement affichée à l'entrée. Notez qu'il est souvent interdit de prendre des photos dans les musées, surtout pour les peintures, ou du moins il est interdit d'en prendre avec un flash. Ceux-ci peuvent abîmer le rendu des peintures. Respectez toujours le refus ou les interdictions si cela arrive. J'ai compris. Interdit de photographier les dinosaures. Ça ne vaut pas la peine de se mettre dans le pétrin pour une simple photo. Pas pour une photo de voyage, en tout cas. Pour les photos plus risquées, vaut mieux laisser faire les vrais photoreporters. Il est important de connaître les mœurs de la contrée que vous visitez. Il est possible que des personnes d'un autre pays,
d'une autre culture n'ait pas la même relation que nous vis-à-vis la photo. Si vous voyagez dans un pays qui vous est inconnu, suivez les indications de votre guide. Votre sécurité pourrait être en jeu. Surtout, soyez courtois. Cela a sa place partout. Le monde n'est pas un zoo où vous pouvez photographier tout ce qui bouge sans incommoder qui que ce soit. Hey, monsieur le photographe, j'ai entendu parler que je n'étais pas obligé d'apparaître sur toutes mes photos pour prouver que j'étais allé en voyage. C'est-tu vrai, ça? Effectivement, si tu montres une photo de la Tour Eiffel, les gens vont vite comprendre que tu es allé à Paris, même si tu n'apparais pas sur la photo. Lorsque vous allez montrer vos photos de voyage, ce qui risque le plus d'intéresser les gens, c'est pas de vous voir en voyage, c'est de voir ce que vous avez vu en voyage. Voici un très bon exemple d'image surchargée. Alors que le sujet principal, le pont couvert, n'occupe qu'une toute petite partie de l'image, le reste est occupé en grande partie par une forêt, un pavé, le ciel. Pour le spectateur, il est très difficile de savoir quelle histoire vous voulez raconter avec cette image. Une fois recadrée, la magie opère et le message est très clair. Si jamais on ne peut pas cadrer directement la prise de vue, est-ce qu'on a le droit de recadrer avec un logiciel pour photo, comme Photoshop par exemple? Bien sûr, aucune interdiction, il n'y a aucune loi qui l'interdit. Et nous verrons comment lors d'une prochaine capsule. Voici d'autres exemples. Ici, qu'a voulu montrer le photographe? La Joconde? La foule? Le photographe peut-être? Ou peut-être même les murs? Et ici, quel est le sujet de la photo? La télévision, la table, le bouquet, à moins que ce soit le moulin à vent à l'extérieur, très difficile à savoir. Voici un très bon exemple de photo de groupe. Le sujet principal, le groupe, occupe la majeure partie de l'image. L'arrière-plan est neutre et ne vient pas distraire du sujet lui-même. On a même une indication sur l'action qui se passe. Et en prime, tout le monde sourit. En gros, en composition, il faut que les éléments aient une grandeur proportionnelle à leur importance sur l'image. Mais nous verrons cela plus en détail lors de la capsule sur la composition. Vos meilleurs souvenirs seront dans les personnes que vous aurez rencontrées et dans les émotions vécues lors de votre voyage. Et ça, aucune photo ne peut le capter. N'oubliez pas de profiter de votre voyage et non pas le vivre au retour en regardant vos photos. À moins de faire de la photo de Formule 1 ou des oiseaux en vol, le mode rafale, qui consiste à faire entre 5 et 8 images en une fraction de seconde, est à proscrire. Vous aurez des images complètement identiques et souvent floues et mal cadrées. Nous verrons ça lors d'une prochaine capsule. L'un des secrets est d'apprendre à réfléchir avant de prendre une photo. Apprendre à bouger pour trouver le bon angle. Il ne sert à rien de prendre 20 fois la même image pour en tirer seulement une bonne photo. Souvenez-vous, la qualité plutôt que la quantité. Vous avez un grand paysage à photographier? Faites une photo panoramique. Le wow est garanti. Tous les logiciels photo permettent de le faire et même souvent, vous pouvez avoir l'option directement sur votre caméra ou sur votre téléphone cellulaire. Informez-vous auprès des gens de la région pour savoir où se trouvent les plus beaux panoramas. Le personnel de l'endroit où vous logez est toujours une très bonne source d'informations pour connaître les petits secrets de l'endroit. Habituellement, les gens seront très fiers de l'intérêt que vous portez au coin de pays où ils vivent. Si le web vous propose les endroits les plus photographiés, l'habitant de la région pourrait vous faire découvrir des panoramas inédits et vous faire apporter des clichés que personne n'aurait vus sur le web. N'oubliez pas de régler votre appareil photo, cellulaire ou tablette, de la manière à obtenir les fichiers les plus grands possibles. Cela va considérablement augmenter la qualité de vos images et vous permettre ainsi de profiter de jolis agrandissements de vos chefs-d'œuvre. Nous verrons comment présenter vos chefs-d'œuvre lors d'une prochaine capsule.
Soyez original et amusez-vous. N'oubliez pas la qualité plutôt que la quantité. À la prochaine.